Aujourd'hui, rassurez-vous, nous allons en finir avec les cosmologies anciennes et probablement commencer notre pérégrination au cœur de la cosmologie physique contemporaine. Mais pas tout de suite, en cours de séance. Où en étions-nous? La semaine dernière, ce qui m'a semblé intéressant, au moins signifiant, c'est qu'à travers notre cheminement avec Platon et avec le Timée, nous avons fait face à une situation qui, à plus d'un titre, évoque celle dont nous nous croyons aujourd'hui les acteurs. Ce que je veux dire, c'est que si l'on pense la rupture ou la coupure galiléenne, comme elle est usuellement présentée comme le temps initiateur de la physique contemporaine dans lequel nous nous trouvons encore, sans doute faut-il d'abord se rendre compte que de telles évolutions radicales ont déjà été ressenties comme telles par ceux qui les ont mises en œuvre. Ce que je veux dire, c'est que Platon, avec le Timée, et je ne parle pas de n'importe qui, je parle d'un des plus grands penseurs de l'histoire, a précisément essayé de faire ce que nous appelons aujourd'hui un raisonnement de type scientifique. Il a souhaité, de façon extrêmement non ambiguë, quitter la pensée par image, celle du grand mythe hésiodique par exemple, au profit d'une pensée par concept. Il a, pour la première fois dans l'histoire, posé les jalons d'une méthode fondée sur une axiomatique et un ensemble de règles de déduction, et surtout, en quelque sorte, établi le rôle absolument central qu'allaient jouer jusqu'à maintenant, et peut-être dans le futur, les mathématiques. Autrement dit, nous avions ici tous les ingrédients fondamentaux de l'émergence d'une pensée scientifique au sens quasi contemporain du terme. Même s'il est vrai que la déduction platonicienne n'était pas uniquement verticale, mais aussi horizontale, bien sûr, il y avait des différences. Mais l'essentiel semblait en place. Et pourtant, quand vous, jeunes intellectuels du XXIe siècle, lisez le Timée, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en retenez au niveau littéral? Qui apprenez-vous sur l'origine de l'univers et la structure des particules élémentaires? Essentiellement rien. Du point de vue des topiques contemporaines, du point de vue de notre analyse d'aujourd'hui, notre analyse scientifique d'aujourd'hui, que reste-t-il en termes vraiment de sciences de la nature, pas en termes philosophiques, du Timée de Platon? Essentiellement rien. Ni son analyse des formes fondamentales du réel, ni son analyse du grand récit des origines, pourrait-on dire, ne font sens du point de vue de la physique contemporaine. Donc vous voyez, là encore, c'est un peu mon leitmotiv. C'est quand même, je crois, un très fondamental rappel à l'humilité. N'ayez surtout pas l'impression que pour la première fois dans l'histoire des idées, nous avons l'impression de détenir ou de toucher quelque chose de l'ontologie, c'est-à-dire de l'être en tant qu'être fondamental du réel. Ceci s'est déjà produit plus d'une fois. Ça ne signifie pas que nous disons n'importe quoi. Ça ne signifie pas que l'éventuelle rupture radicale et fondatrice n'est pas effectivement celle dont nous sommes les acteurs. Peut-être est-ce le cas. Mais je crois qu'en tout état de cause, il faut être très prudent. Et que quelle que soit la conclusion à laquelle vous serez amené, parce que vous l'avez bien compris, ce qui m'intéresse, ce n'est certainement pas de vous guider vers mon analyse. Mon point de vue n'a aucune importance, ou à la limite, il a comme unique rôle de susciter une réaction chez vous. Je crois que tout le cœur de notre échange, c'est de vous inciter à ne pas me croire, à me mettre en défaut, à penser. Vous savez, on parle en ce moment beaucoup de Hannah Arendt. C'est au cœur de notre actualité philosophique. Hannah Arendt disait « Les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules ». Voilà. Donc, mon rôle dans cette université, c'est que vous ne soyez pas des somnambules. Hier, par exemple, je ne sais pas si vous êtes venus, il y avait à Grenoble un grand forum national sur la réflexion sur nos libertés, organisé par Mediapart et la mairie. C'était très intéressant. Et j'espère que vous y êtes allés. Sinon, regardez sur Internet. C'est quoi l'enjeu de tout ça? C'est de penser. Gilles Deleuze, le grand philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle, disait « Résister, c'est créer ». Commencez par résister. Vous voyez, surtout dans les temps troubles.
C'est là qu'il faut penser. Quand on commence à vous dire ayez peur et on s'occupe du reste. C'est là qu'il faut résister. C'est là qu'il faut agir intellectuellement, c'est-à-dire analyser, sonder, aller au cœur des propositions. Est-ce que la peur nous protège? Ou est-ce que précisément, elle n'a pas pour rôle de façon presque performative de faire émerger les démons même qu'on voulait conjurer? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et ce n'est évidemment pas à moi d'y répondre. Moi, je vous incite à la réflexion. Bon, on va donc essayer de continuer cette réflexion avec quelques derniers exemples de grandes cosmologies qui, je crois, peuvent nourrir notre mise en question, notre mise éventuellement en abîme des fondements de la physique contemporaine. Alors, après donc Hésiode et Platon, je voudrais vous dire quelques mots d'un courant de pensée extrêmement fécond en Grèce ancienne qu'on nomme les atomistes. Donc je vais vous parler de trois penseurs, Démocrite, Épicure et Lucrèce. Lucrèce n'est pas grec, il est romain, mais il se pose très clairement dans la filiation d'Épicure, qui lui-même se pose dans la filiation de Démocrite. Alors, je ne vais pas vous lire les textes fondateurs, je voudrais qu'on aille un peu plus vite, je ne vais pas insister sur les détails, j'ai simplement noté, dans une lecture personnelle des lettres de Démocrite, un certain nombre d'éléments qui sont quand même troublants. Voilà. Démocrite, il ne le dit pas comme ça, c'est une interprétation personnelle, mais de façon très claire, laisse entendre que la méthode fondamentale consiste à procéder par erreur rectifiée. C'est fascinant parce que c'est la manière dont quasiment Gaston Bachelard, l'épistémologue, définissait la pratique scientifique. Ensuite, je note que Démocrite souhaite renoncer à la cause finale. C'est quoi la cause finale? Vous savez ce que c'est la cause finale? Par exemple, je fais la question et la réponse, mais on en rediscutera après si mon interprétation ne te convient pas. Par exemple, un enfant vous demande pourquoi pleut-il. Bon, si vous lui répondez en termes de condensation dans l'atmosphère, d'humidité, de rayons cosmiques éventuellement, qui va contribuer à générer des averses, vous le convaincrez généralement assez peu. Si vous lui répondez il pleut parce qu'il faut bien que les plantes boivent, ça pose aucun problème. Il est généralement très satisfait. C'est ça la cause finale. Vous voyez, vous allez expliquer le fait qu'il pleuve par le bénéfice que la pluie va induire sur, en l'occurrence, les animaux ou les plantes. Alors c'est très signifiant comme explication, mais ce n'est pas du tout une explication scientifique. Le geste scientifique va précisément tenter de consister à se distancier autant que faire se peut de la cause finale. D'accord ? Et ça, c'est très exactement un des éléments que Démocrite met en avant dans sa réflexion. C'est le renoncement à la téléologie. Téléologie, c'est la finalité, le finalisme. Il évoque une forme de nécessité aveugle, très exactement celle qui régit les lois physiques telles que nous les connaissons actuellement. Les lois de la physique ne se demandent pas si ce qu'elles prescrivent est bon ou pas pour nous. Elles sont ce qu'elles sont et elles demeurent aveugles. Il évoque une économie conceptuelle, c'est-à-dire la tentative de recourir au nombre le plus réduit de principes, d'arguments et d'hypothèses possibles. Ce que, bien longtemps plus tard, on nommera parfois le principe du rasoir d'Occam. De toutes les explications possibles, la plus simple est souvent la meilleure. Il distingue les lois et les phénomènes, et de manière presque incroyable, il évoque l'origine de l'univers sous la forme d'une sorte de gigantesque explosion primitive. Alors, une fois de plus, il faut être très prudent. Je ne suis certainement pas en train de vous dire « Démocrite savait déjà tout de la physique contemporaine, tout était chez Démocrite ». Bien sûr que non. Évidemment que cette dernière image qui résonne pour nous avec le Big Bang
avait chez Démocrite un sens radicalement différent de son acception en physique contemporaine. Il faut toujours être extrêmement circonspect quand on fait résonner un texte, voyez-vous, de manière décontextualisée. Chaque année, par exemple, et je le dis sans plaisanter, hein, c'est réel, il y a des étudiants qui viennent me voir à la fin du cours en me disant « Bon, vous savez, monsieur, tout ça c'est très intéressant, mais en fait, vous perdez un peu votre temps, parce que tout est déjà dans la Bible, ou tout est déjà dans le Coran. » Les deux situations se sont présentées réellement. Bon, c'est un peu embêtant, voilà. Les grands textes sacrés sont des textes extrêmement riches, extrêmement denses, qui ont un contenu littéraire et poétique généralement fascinant et qu'on peut mettre en résonance de façon extrêmement lâche. Par conséquent, je ne doute pas qu'une lecture, même intelligente, des grands textes sacrés puisse faire écho aux avancées de la science contemporaine. Mais dire que tout est déjà dedans, c'est un pas de trop peut-être, voyez ? Parce qu'évidemment, c'est déjà dedans, mais on lit toujours a posteriori. Personne n'est capable de faire la moindre prédiction de physique à partir des grands textes sacrés. A posteriori, on peut dire, ah oui, en fait c'était dedans, mais on ne le trouve jamais avant, on le trouve toujours après. Donc, attention, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, d'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire, toute la physique contemporaine est déjà chez Démocrite. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour des raisons qui sont en partie rationnelles et en partie fortuites, il se trouve que Démocrite a recouru à un certain nombre d'hypothèses qui sont effectivement celles de la physique contemporaine. Et par conséquent, cela donne un crédit particulier à son propos et cela nous permet d'analyser sa construction, du point de vue qui nous intéresse, à savoir la contemporanéité de ces cosmogonies anciennes. Plus intéressante encore, j'en viens à Épicure. Épicure, toujours un philosophe grec, va à la fois poursuivre, amender et réformer la physique de Démocrite. Et vous allez voir que la manière dont il infléchit la proposition démocritéenne est particulièrement intéressante. Avant d'en venir à cette idée spécifique, je crois qu'il est important de garder en tête que l'enjeu fondamental de la pensée d'Épicure, c'est celle de la limite. Et ça, je vais vous donner un exemple, donc très décontextualisé, donc très dangereux, mais je m'y autorise puisque je vous préviens, pour que vous sentiez l'incroyable fécondité intellectuelle de la pensée de la limite. Alors l'exemple que je donne, bien sûr, n'est pas un exemple que donne Épicure, soyons parfaitement clairs. Mais je voudrais que vous voyiez, à partir de l'exemple que je vais vous donner maintenant, que la limite est un extraordinaire outil de création. Que la limite, c'est un des concepts fondamentaux qui permettent de faire du neuf avec du vieux. Voilà. Faire du neuf avec du vieux. Sortir, s'extraire, s'extirper de l'ensemble de départ. D'ailleurs, c'est le sens d'exister. Vous savez, exister, vous pourriez écrire en deux mots, c'est toujours sortir de. Il y a un mouvement dans l'existence. L'existence n'est sémantiquement jamais statique. Alors, de quoi est-il question ? Vous savez, n'est-ce pas, que la somme de deux fractions est une fraction. C'est évident, il suffit de les mettre au même dénominateur. Donc si vous faites A sur B plus C sur D, vous pouvez bien sûr faire une unique fraction que vous mettez sur, par exemple, le dénominateur AC. Donc, d'un point de vue formel, on va dire que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est par définition un nombre qui peut s'écrire comme une fraction. D'accord ? C'est clair pour tout le monde, hein ? Vous prenez deux fractions, vous les ajoutez, vous mettez au même dénominateur, vous avez une fraction. Donc on le démontre en une ligne, la somme de deux fractions est toujours une fraction, la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Pourtant, regardez avec moi la somme suivante. 1 sur 1 plus 1 sur 4 plus 1 sur 9 plus 1 sur 16, etc. Vous avez reconnu peut-être que ce que j'ai écrit ici, c'est la somme des inverses des carrés des nombres entiers. Ça, en fait, c'est 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré,
plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, etc. Si vous êtes matheux, vous pouvez écrire ça comme sigma de k égale 1 à l'infini des 1 sur k carré. Si vous n'êtes pas matheux, vous oubliez la dernière formule, c'est juste une façon chic de réécrire celle qui est au-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que cette série, on sait la calculer. C'est la fonction zeta 2 de Riemann. Vous apprendrez ça très vite avec le théorème de Pythagore, c'est très facile à calculer. Et savez-vous combien on trouve? 0? Non, on ne peut pas trouver 0, on ne fait qu'une somme de nombres positifs. Une somme de nombres positifs, ça ne veut pas faire 0. 1? Ah bah non, regarde, tu as déjà 1 ici. Donc 1 plus des nombres positifs, ça ne pourra jamais faire 1. Bravo. Bon, de toute façon, si on ne le sait pas, on ne peut pas l'intuiter. Ou alors, il y a vraiment un futur Medai Fields dans la salle. Mais je crois que si on ne connaît pas le résultat et qu'on ne fait pas le calcul, c'est très dur de le trouver. Le résultat, c'est ce qu'il vient de dire, c'est que quand on fait le calcul, ça, c'est égal à pi carré divisé par 6. Alors là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que pi, c'est irrationnel. Vous savez, n'est-ce pas, que pi ne peut pas s'écrire comme une fraction. Mais c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. On n'a qu'une somme de fractions, et c'est égal à un nombre qui n'est pas une fraction. Comment ça se fait? Évidemment, la cause de ce paradoxe, c'est qu'ici, j'ajoute un nombre infini de fractions. La raison pour laquelle je m'extrais de l'ensemble de départ, qui est l'ensemble des fractions, c'est que je passe à la limite. Je ne fais pas une somme de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6 fractions. Ça serait obligatoirement une fraction, le résultat. C'est évident. Mais ici, je fais la somme d'un nombre infini de fractions. Et en faisant la somme d'un nombre infini de fractions, qu'est-ce qui se passe? Je sors de l'ensemble. Le résultat que je trouve ne fait plus partie de l'ensemble des rationnels. C'est extrêmement fort. Vous voyez que la limite va jouer le rôle d'outil de création, de manière de façonner de nouveaux êtres mathématiques. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Ah oui, tiens, je fais une parenthèse. Allez hop. C'est ni la première, ni la dernière. Vous savez, n'est-ce pas, les nombres. C'est très intéressant de réfléchir sur les nombres. Bon, les nombres entiers, on peut les prendre comme des données pures, si vous voulez. Les nombres entiers, c'est le nombre de pommes dans le panier. Tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre entier naturel. Il y a 4 pommes dans le panier. C'est le nombre de doigts de la main. Enfin, 4, c'est une main un peu spéciale. Mais... non, je ne suis pas un alien, il est bien là. Bon, voilà. Ça, c'est les nombres entiers naturels. OK. Après, question triviale. Si je vous dis 3 moins 5, vous savez me répondre. Moi, ma grand-mère, si je lui demande 3 moins 5, elle me répond syntaxe error. Hein. Elle me dit, ça n'existe pas. Bah oui, vous avez 3 pommes, vous en retirez 5. Il en reste combien? Si j'en ai 3, je ne peux pas en retirer 5. C'est complètement idiot. Donc, les nombres négatifs, dont évidemment vous êtes coutumier, sentez quand même que ce sont des objets mathématiques qui sont déjà extrêmement abstraits, en fait. Hein. Les nombres négatifs, ça ne va pas de soi, ce 3 moins 5. Mais on peut le définir. Qu'est-ce que c'est que le résultat de 3 moins 5? C'est moins 2, mais qu'est-ce que c'est que moins 2? C'est le nombre tel que, si je lui ajoute 5, je trouve 3. Ah, voilà. Je peux définir ce que c'est qu'un nombre négatif, à partir de l'addition. Puis après, on peut aller plus loin. On peut essayer de chercher des nombres, effectivement, tels que 3 fois ce nombre égale 5. Ah bah, je ne trouve pas un nombre entier. C'est pas possible. Évidemment, je suis en train d'inventer le nombre 5 tiers. C'est quoi le nombre 5 tiers? C'est le nombre tel que, quand je fais 3 fois ce nombre, je trouve 5. 3 fois ce nombre, c'est-à-dire ce nombre, plus lui-même, plus lui-même. Donc je n'utilise que l'addition de départ. Et je peux ainsi de suite créer tous les ensembles. Vous voyez, d'abord les entiers naturels, après les entiers relatifs, après les rationnels. Et là, je vais passer au réel. C'est ce que vous utilisez toute la journée. Vous, étudiez en sciences, les nombres réels. Vous savez ce que c'est un nombre réel, en toute généralité? Bon, je ne rentre pas dans le détail du théorème de Cauchy, hein, qui est bien au-delà de ce cours. Donc je vais donner une définition approximative. Mais ça me suffit pour mon propos. Ben, c'est ça. L'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble des limites de suite de nombres rationnels. C'est comme ça qu'on définit les réels. Qu'est-ce que le corps des réels? C'est l'ensemble des limites de suite de nombres rationnels. Donc vous voyez que le concept de limite, ce n'est pas du tout un détail en fait. C'est ce qui va me permettre de créer un nouvel objet mathématique qui est tellement important que c'est celui que vous utilisez toute la journée. C'est intéressant de réfléchir sur les nombres.
Les nombres réels, c'est une structure très riche. Par exemple, vous savez qu'il y a des nombres irrationnels, comme racine de 2. Vous savez que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction. C'est très facile à démontrer. Mais il y a aussi des nombres dits transcendants. Pi, par exemple, c'est un nombre qui est non seulement irrationnel, mais qui en plus est transcendant. Ça veut dire qu'il n'est pas solution d'une équation polynomiale à coefficient rationnel. Ça va? Non, ça va pas. Racine de 2, c'est solution de quoi? X carré moins 2 égale 0, n'est-ce pas? La solution de ça, c'est racine carrée de 2. Donc racine de 2, c'est bien la solution d'une équation dont les coefficients sont rationnels. Il n'y a aucune équation à coefficient rationnel de type polynomial dont pi est solution. On appelle ça un nombre transcendant. On n'en connaît pas beaucoup au quotidien. Pi, un autre. Comment? Ah non, le nombre d'or, c'est un irrationnel, tout bêtement. Non, il n'est pas transcendant celui-là. Rien du tout. E, la base de l'exponentielle. Le plus simple que je connaisse après pi et e, c'est la somme des 10 puissance moins factorielle k. Vous voyez, c'est déjà un peu compliqué. Et pourtant, l'essentiel des nombres réels sont transcendants. La plupart des nombres réels sont de tels nombres, alors que dans votre quotidien, vous n'en connaissez probablement que 2. Et c'est intéressant, c'est très riche la structure des nombres réels. On peut même montrer que R, le corps des réels, privé des nombres transcendants, devient dénombrable. C'est dire combien ils sont nombreux. Bref, la limite est un outil extraordinairement puissant pour inventer de nouveaux objets. Je dis inventer, on pourrait dire découvrir. Bien sûr, vous savez que le débat n'est pas clos. Est-ce qu'en mathématiques, on découvre ou on invente? Cette question est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Je préfère, dans le contexte de ce cours, utiliser le mot inventer pour que vous sentiez à quel point les mathématiques sont quand même un espace de créativité. Je veux vous dire ça parce que vous sortez de terminale et qu'au lycée, la manière dont les mathématiques sont enseignées est quand même, bien sûr, très légitime et très adaptée, mais vous présente quand même les mathématiques presque plus comme un ensemble de règles qui viennent limiter les possibles que comme un espace de liberté que vous ne rencontrez probablement dans aucun autre champ disciplinaire. Si j'ai envie ici, maintenant, là, qu'il existe un objet matériel, je n'ai pas les moyens de le faire. Si j'ai envie de créer un ensemble qui a telle et telle propriété en mathématiques, ben je l'invente. Oui, j'ai des contraintes, j'ai les règles de la logique, j'ai les axiomes de la théorie des ensembles. Mais les règles sont extrêmement lâches. Les mathématiques vous offrent, vous proposent un espace de création qui est vraisemblablement le plus vaste et le plus vertigineux de toutes les disciplines de la pensée, de tous les champs gnoséologiques. Vous êtes musicien, vous avez des contraintes terribles, vous avez le système tonal, vous êtes peintre à la Renaissance, vous avez la perspective, etc. Vous êtes mathématicien, les règles que vous avez ne sont pas nulles, bien sûr, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, c'est évident. Mais la plupart des structures dont vous rêvez, faites-le. Il ne tient qu'à vous de les inventer. Donc les mathématiques, c'est avant tout, je crois, aussi, en tout cas, un lieu d'expression, donc de création. Et la limite joue un rôle considérable. Donc, notre ami Épicure se dote, avec le concept de limite, d'un moyen fécond d'inventer du neuf avec du connu. Avec du connu, parce que vous comprenez, c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne sort pas pi carré sur 6 d'un chapeau, on le sort de ce qu'on connaît, l'addition et les fractions. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est signifiant. Ce n'est pas une découverte qui s'impose à nous d'un seul coup. C'est quelque chose qui intervient à partir de ce qui est sous contrôle. Bon. Comment Épicure réforme-t-il la science de Démocrite? Essentiellement avec un concept nouveau qu'on appelle en grec le parenklisis. Alors on l'appelle en latin le clinamen et on l'appelle en français la déclinaison. Bon,
Parce que Épicure est grec, on va parler de Parenchlysis. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un petit saut aléatoire. Il s'agit de ce que, au cours de leur trajectoire, les particules, de temps en temps, présentent une altération imprévisible, c'est-à-dire stochastique, de leur mouvement. Ça paraît un peu dingue, cette histoire. Quand une craie avance, elle avance. On la voit pas. Enfin là, justement, elle vient de bifurquer, mais elle a bifurqué, bien sûr, parce que je l'ai mal lancée et qu'elle tournait. Mais si la craie, en tant qu'objet quasi ponctuel, est en mouvement régulier, elle continue en mouvement régulier. Pourquoi donc Épicure a-t-il cette idée si étrange de supposer que de temps en temps, les corps se voient dévier de leur trajet inertiel attendu? Alors, première remarque, avant de se dire pourquoi il l'invente. Première remarque, si vous êtes physicien, vous frémissez. Parce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il manquait au système de Démocrite? Il manquait la mécanique quantique, bien sûr. Ben là voilà. Là encore, je n'y crois pas. Je ne suis évidemment pas en train d'insinuer que Épicure connaissait l'équation de Schrödinger. Ça serait ridicule. Je dis juste qu'il est amusant que pour des raisons évidemment différentes et évidemment non convergentes avec les principes et les préceptes de la mécanique quantique, se retrouve encore quelque chose qui a un écho contemporain particulièrement évident. Mais le but d'Épicure n'était pas de reproduire le spectre de Planck. Le but d'Épicure était le suivant. Comment réhabiliter la liberté? Finalement, cette question, elle aussi, est très contemporaine. Comment peut-on concilier le mécanicisme de Démocrite? Vous voyez, cette loi inévitable, sans finalité, à laquelle on ne peut échapper, c'est définitoire d'une loi. Comment donc concilier cet inexorable avec, par exemple, pour le dire en des termes qui ne sont pas ceux d'Épicure, la liberté humaine, avec la conscience? C'est exactement une question qu'on se pose encore sous des formes pas si différentes aujourd'hui. Vous l'êtes forcément déjà posé, n'est-ce pas? Si vous êtes matérialiste, si vous ne voulez pas recourir à une scission spirituelle, si vous croyez que votre cerveau est formé d'un certain nombre de milliards de neurones en interaction. Mais ce que vous pensez en ce moment, vous ne le pensez pas. Vous êtes pensé. Vous êtes déterminé par les conditions extérieures et les lois de la physique. Et ce que vous croyez en ce moment être votre libre arbitre, vais-je ou non continuer à écouter le prof ou envoyer un SMS à mon copain sans qu'il le voie, mais vous ne cachez pas parce que ça ne me gêne pas, n'est pas du tout votre libre arbitre. C'est simplement la conséquence des conditions extérieures qui agissent sur le système que vous êtes. Et pourtant, quand on pense, c'est quand même dur de l'accepter. C'est une sacrée blessure narcissique de se dire qu'on est un objet agi par des conditions extérieures. On n'en sait rien. Nous sommes toujours dans ce débat. Ce que je voudrais juste vous faire remarquer, c'est que tenter d'y répondre, ce que je ne vais évidemment pas faire aujourd'hui. Si vous me demandiez mon avis, ce que vous ne faites pas, je dirais que pour moi, ça ne pose aucun problème qu'on soit un système agi, qu'on soit une réponse à des stimuli extérieurs. Je pense qu'une vision spinoziste et totalement immanente sur cette question fonctionne parfaitement bien. Mais vous pouvez, vous êtes invité à avoir un avis radicalement différent du mien. Donc, ce que je veux souligner, c'est que face à cette question, les philosophes et scientifiques de toute l'histoire ont cherché ce type de réponse. Kant, par exemple. Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand. C'est le cœur de son œuvre. Vous savez, n'est-ce pas, que Kant est contemporain de Newton, qu'il connaît très bien la physique de Newton. Très bien. Et Kant y croit à cette mécanique implacable, parce que ça marche, parce que ça fonctionne, parce que Newton nous dit quelque chose des lois fondamentales du monde. Et Kant se pose cette question. Comment réhabiliter la liberté humaine avec cette détermination matérielle et mécanique de l'évolution des corps, sachant que nous sommes un corps. Et Kant invente,
comme d'autres d'ailleurs avant et après lui, la solution de la séparation. Il y a le monde phénoménal, qui est régi par les équations de Newton, et le monde nouménal, qui lui échappe à la détermination physique. C'est l'enjeu de la deuxième critique de Kant, qui est en fait la plus fondamentale. La seconde critique est certainement ce vers quoi tendait la philosophie kantienne. La première critique, la critique de la raison pure, est une invitation vers la seconde critique, qui est cette réflexion fondamentale sur l'articulation du phénoménal et du nouménal. Mais ce n'est pas le premier. Descartes pensait déjà dans la scission entre substance étendue et substance pensante. La religion pense dans la scission entre corps et âme. Presque toute la philosophie, Platon bien sûr, entre le monde des idées et le monde des objets. Toute la philosophie s'est déployée dans cette scission, à quelques exceptions près, la plus glorieuse étant certainement celle de Nietzsche, qui pense dans l'immanence de l'ici, pas d'arrière-monde. Bref, voilà ce qui motive vraisemblablement l'invention du paranglisis chez Épicure. Lui aussi reconnaît l'universalité des principes, ce qui bien sûr est en écho et en accord avec notre science contemporaine. Mais cette belle construction va se trouver une fois de plus amendée et raffinée avec un troisième acteur, Lucrèce. Donc Lucrèce est latin, et son grand livre, dont je voudrais vous dire quelques mots, se nomme le De Natura Rerum, de la nature. D'ailleurs, je vous invite, si vous le lisez, c'est très beau, moi je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu, évidemment, où on écrivait encore de la physique en vers. Je m'imagine mal écrire un article pour Physical Review Letters en vers. Je pourrais l'écrire, mais il ne serait jamais accepté. C'est magnifique, et même si vous ne connaissez pas le latin, vous pouvez l'acheter en édition bilingue, juste pour lire quelques vers. Vous voyez, français à droite, latin à gauche, et juste lire, parce qu'à la différence du grec, c'est le même alphabet quand même, donc on peut le lire même si on ne le connaît pas, et je trouve que rien que pour la métrique, c'est quelque chose de signifiant. Lucrèce, c'est ce qui m'intéresse dans l'argument d'aujourd'hui. J'en étais encore à l'introduction de la séance. Pourquoi c'est ce qui m'intéresse ? Parce que, là encore, c'est l'exemple archétypal d'un jugement à l'emporte-pièce d'une large partie de la tradition qui l'a suivi. De Cicéron à Marx, et je choisis ces auteurs parce qu'ils sont effectivement des commentateurs de Lucrèce. De Cicéron à Marx, donc, cette petite déviation, cette déclinaison, a été comprise comme une absurdité principielle. Donc, comme Lucrèce est latin, on la nommera clinamen, la même chose, le clinamen. Donc, la plupart des exégètes, des interprètes si vous voulez, des herméneutes, de ceux qui ont tenté de donner sens au texte de Lucrèce, ont vu dans le clinamen une licence poétique. Alors ça me met toujours un peu en rogne, parce que rien n'est plus important que la poésie, mais généralement quand les philosophes parlent de poésie, c'est un peu sur le ton du mépris, vous voyez. Bon, ce n'est que de la poésie, c'est idiot, la poésie, c'est immense, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Hölderlin disait « il faut vivre poétiquement sur cette terre ». Mais peu importe, que vous aimiez ça ou non, la question est, est-ce, oui ou non, une sorte d'approximation littéraire, ou s'agit-il réellement d'un principe de nature scientifique ou proto-scientifique ? Voilà la question que j'aimerais que nous nous posions. A priori, le clinamen n'a aucun sens. Pourquoi n'a-t-il aucun sens ? Parce qu'on n'a jamais vu, je crois, ni vous ni moi, un corps dévier spontanément de son orbe de chute, de sa trajectoire. Cela viole le principe même de l'inertie, cela viole le bon sens, cela viole l'observation, cela viole toute tentative de mathématisation simple de l'évolution des trajectoires. Il ne s'agit donc pas, c'est ce qu'ont déduit pendant près de 20 siècles les interprètes, de science. De même qu'il n'y a pas de mathématiques avant Thalès et Pythagore, de même il n'y aurait pas de physique avant ce qu'il est convenu d'appeler la révolution copernicienne ou galiléenne. Voilà le credo, dirais-je, de l'essentiel des historiographes ou épistémologues de la physique.
Et pourtant, revenons au texte. Les atomes en chute libre dans le vide s'écartent de leur trajectoire aussi peu, je cite, qu'il soit possible de dire par là que le mouvement s'en trouve modifié. Nec plus qua minimum, pas plus que le minimum. Et là, je vous invite, je réfère à une très belle interprétation du texte de Lucrèce par Michel Serres. Michel Serres est un philosophe contemporain, un vieux monsieur, pour lequel j'ai une tendresse particulière parmi les philosophes médiatiques, disons. C'est quelqu'un qu'on voit ou qu'on a vu beaucoup sur les plateaux de radio et de télévision, et Dieu sait que c'est difficile de ne pas renier les exigences de qualité intellectuelle quand on se trouve pris comme ça dans cette spirale de la communication. Ça n'engage que moi, naturellement, et là encore, vous pouvez avoir un avis divergent. Je trouve que parmi ces philosophes qu'on voit, qu'on a vus sur la scène médiatique, Michel Serres est vraisemblablement un de ceux qui s'en sort le mieux. Voilà. Et en plus, bien sûr, il a une œuvre très consistante bien avant et bien davantage qu'être un homme de médias. Donc, dans un très beau texte qui se nomme « La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce », Michel Serres pose cette question et est conduit à faire l'hypothèse que ces définitions, cette déviation nec plus qua minimum, pas plus que le minimum, et cette variation aussi peu qu'il soit possible de dire par là que le mouvement s'en trouve modifié, n'est rien d'autre qu'une définition claire et scientifique de ce qu'on appellerait, bien sûr de façon décontextualisée, le calcul différentiel. Il s'agit finalement de la définition de l'infiniment petit actuel et de l'infiniment petit virtuel. C'est anachronique du point de vue des termes. Vous savez, n'est-ce pas, que le calcul différentiel est fondamentalement né dans sa version contemporaine avec Leibniz, mais ce n'est pas du tout anachronique du point de vue du sens. Ce sont des concepts qu'on trouve déjà dans le corpus latin. L'hypothèse de base de Michel Serres, que je trouve très belle et qui me semble mériter d'être étudiée, est la suivante. Quand on s'intéresse à la mécanique des solides, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de clinamen, ça tombe en ligne droite ou en trajectoire parabolique. Mais, qu'est-ce qui était important pour les Romains? Peut-être plus encore que les solides. Qu'est-ce qui jouait un rôle fondamental dans leur cité? Qu'est-ce qui permettait de les irriguer et de les nettoyer? C'était les fluides. Les Romains étaient aux prises avec l'eau. C'était une civilisation des aqueducs, des ponts, des égouts, des systèmes d'irrigation, des fleuves, des rivières et des rivières mises à profit pour l'agriculture, pour l'hygiène, pour l'élevage. C'est une civilisation qui était aux prises avec des problèmes de nature aquatique. Maintenant, revisitons un instant le texte de Lucrèce à l'aune d'une vision fluide. Mais ça change tout. Moi, j'habite juste à côté de la passerelle, là, qui est au-dessus de l'Isère, vous savez, à côté de la fontaine au Lion. Si vous marchez sur la passerelle, vous verrez, c'est incroyable. Vous avez le mouvement d'ensemble de l'Isère, qui est dans un sens, puis il y a des tourbillons comme ça, qui sont tellement grands, ils doivent faire presque 100 mètres de long, où l'eau retourne en arrière, à contre-courant, sur des distances considérables, je dirais entre 50 et 100 mètres. Et fixez-les de votre regard, c'est complètement aléatoire. Les lieux d'apparition de ces tourbillons, lors d'un écoulement turbulent, sont pour l'essentiel stochastiques. Voilà l'hypothèse centrale de Michel Serres lisant Lucrèce. Le clinamen n'est pas une absurdité principielle. Il n'est pas une licence irrationnelle au sein d'un texte se donnant l'apparence du sérieux. Il est une interprétation de l'apparition de phénomènes aléatoires, turbulents et stochastiques lors d'un écoulement, non pas lors du mouvement d'un solide, mais lors de l'écoulement d'un fluide. Ce qui est non seulement compatible avec les lois contemporaines de la physique, avec l'observation, mais aussi avec l'intérêt des latins. Nous nous trouvons dans l'incoatif de la turbulence. À chaque moment,
l'écoulement laminaire peut voir émerger une forme tourbillonnante. Le seul vers de Lucrèce que tout le monde ou presque connaît, vous savez, le fameux « Suave mari magno » qui signifie « comme il est doux quand la mer est agitée ». Et on regarde comme ça les navires se faire briser sur les rochers et on les regarde avec un peu de voyeurisme, presque malsain, parce que ça a quelque chose de fascinant quand on est chez soi, bien au chaud, derrière la fenêtre. Donc ce fameux vers, qui commence effectivement ainsi et qui est souvent interprété comme une ode à une sorte d'égoïste sérénité, se poursuit de la façon suivante. Turbantibus aequora ventis. Et voici venus les vents, les eaux, les fluides, annoncés finalement comme origine du monde dans la suite du texte. Y a-t-il une cohérence globale? Autrement dit, derrière cette possible physique naissance, dispose-t-on d'une armature mathématique? Oui. Archimède. Archimède est le penseur des grands nombres. Il est le penseur des séries. Il est le scrutateur de la numération. Si l'on applique le corpus syracusain sur la poétique lucrétienne, nous nous trouvons face, peut-être, à une authentique science expérimentale et théorique des milieux fluides. Je ne sais pas, et vous non plus je suppose, si la lecture de Michel Serres est correcte. Je ne sais même pas s'il y a un sens à se demander si elle est correcte. Ce que je crois, c'est qu'elle est, une fois de plus, une invitation à un peu de prudence. Ne soyons pas trop prompts à méjuger les systèmes, parce que parfois, nous les interprétons d'un point de vue qui n'est pas le leur. Tout est là. Vous voyez, c'est comme quand je vous disais tout à l'heure, Platon avait tort. Jusqu'où est-ce que c'est vrai, ça? Platon avait-il tort du point de vue des catégories, des attentes, des méthodes et des langages qui étaient les siens? C'est une question fondamentale qui n'est pas seulement théorétique, mais qui est aussi pratique. Vous voyez, soyons un instant là très concret. Vous voulez convaincre quelqu'un. Vous voulez convaincre quelqu'un qu'il a tort. Vous ne pouvez le faire que de son point de vue. L'affrontement sans partage, pas forcément idéologique naturellement, mais sans faire sienne les hypothèses de l'autre, n'a absolument aucune vertu performative. Moi, j'ai des amis, par exemple, des amis d'enfance à moi, qui étaient à l'école primaire avec moi, qui sont devenus des croyants très fondamentalistes, si vous voulez, chrétiens en l'occurrence. Et je discutais quand j'étais beaucoup plus jeune avec cet ami, et je lui disais, mais bon, tu vois bien qu'il y a une tension quand même, pour dire les choses de façon polie, entre une lecture littérale de la Bible et ce que nous montre la physique contemporaine. Quelle est sa réponse? Ce qui prouve bien que la physique est fausse. Mais elle a parfaitement raison, de son point de vue. Puisque si vous décidez que le texte sacré est par définition la vérité, montrer que le texte sacré est en désaccord avec n'importe quelle forme d'observation ou d'élaboration théorique prouvera simplement que ces observations sont erronées ou ces théories inadaptées. Vous voyez, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le vouloir, hein, mais si vous voulez prendre en défaut votre adversaire intellectuel, et ce que je viens de donner comme exemple ne vaut que comme exemple. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'opposer à ceux qui pensent comme ça. Je dis que si vous voulez que ça marche, ça se fait de l'intérieur. Et j'évoquais Spinoza tout à l'heure. C'est pour ça que Spinoza a tellement fait peur à l'Église. Parce que Spinoza, c'est le comble de l'athéisme. Mais il le fait de façon très perverse, c'est-à-dire de façon très intelligente. Il ne dit pas « Dieu, c'est des conneries ». Bon, un, il aurait été en prison. Deux, ça n'aurait convaincu personne. Les croyants auraient toujours été croyants, les non-croyants auraient dit « bien sûr ». Effet concret, zéro. Il le fait de l'intérieur. Il lit les textes. Et à partir d'une lecture extraordinairement fine, pointilleuse, et en apparence, en adhésion avec eux, il en montre
non pas les failles ou les incohérences, mais il les pousse, si vous voulez, à un tel extrême qu'il conclut Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais si Dieu est la nature, Dieu n'est plus. Si Dieu est partout, si Dieu est tout, si la nature est Dieu, finalement, et ça, bien sûr, les théologiens ne s'y sont pas trompés. C'est une proposition absolument scandaleuse. Et Spinoza, on a quand même payé le prix. Mais il s'est passé quelque chose. Donc, quoi que vous fassiez, là je prends deux exemples liés à la religion, mais c'est purement anecdotique. Ça c'est vrai aussi en politique. Si vous voulez vous opposer à quelqu'un, montrez-lui les failles de son avis, de son propre point de vue, pas du vôtre. Ça n'a aucun intérêt du vôtre. Vous ne convaincrez personne. Et en plus, qui sait, en adoptant le point de vue de l'autre, vous pourriez changer d'avis. Je crois que c'est absolument radical, ça, d'être toujours quand même en capacité de doute. Il y a des convictions qu'on a tous. Il y a éthique, par exemple. L'immense majorité de nos convictions éthiques, on les partage tous. L'immense majorité des actes qu'on n'a pas envie de voir perpétrés sont les mêmes pour vous, pour moi et pour chacun d'entre vous. Donc il n'y a pas grand risque à s'interroger. Sur les choses fondamentales, on ne changera pas d'avis. Mais je pense qu'il y a probablement plus de danger, si vous voulez, à ne pas même envisager l'autre versant de la question qu'à tenter l'aventure, quitte bien sûr à camper sur ses positions et à chercher à comprendre. D'accord ? Et ça, c'est exactement ce dont il est question dans ce texte-là. Alors, je voudrais finir avec la morale du texte de Lucrèce, qui n'est pas directement liée à la physique, mais qui est quand même très belle, très intéressante, je crois, et qui finalement est la suivante. Ce que nous dit Lucrèce, c'est que les grands mythes ont du sens à condition de les lire et de les faire fonctionner ici et maintenant. Hic et nunc. Ce que dit Lucrèce, c'est l'Achéron. Vous savez, l'Achéron, c'est la branche souterraine du Styx, le fleuve des enfers. L'Achéron, il est là. L'Achéron, c'est l'Isère. Bon, ça, c'est pas ce que dit Lucrèce, mais c'est ce que vous, Grenoblois, vous devriez vous dire. Nous n'avons pas besoin de revenir à ça. Les gens qui meurent de faim et de froid dans la rue, ils sont là. Chez nous, ici, on va les croiser tout à l'heure en rentrant chez nous. Voyez ? Les enfers, ce n'est pas un mythe, c'est ce que nous dit Lucrèce. Titios, Tantale, Sisyphe, les Danaïdes, Titios qui se fait dévorer le foie par les vautours, Tantale qui meurt de soif à proximité du fleuve, les filles de Danaos qui ne parviennent pas à remplir leur vase, et bien sûr Sisyphe qui travaille à la pierre qui roule, ne sont pas des personnages fictionnels, ce sont mes voisins. La mort, c'est Agamemnon et ses reîtres qui vont piller, tuer, violer dans les cités qu'ils conquièrent. Ce que dit Lucrèce, c'est « réussissons là où Orphée avait échoué ». D'ailleurs, l'échec d'Orphée est très signifiant. Quand même incroyable, ça. Il parvient, lui, par la beauté de son art, à convaincre Hadès de ramener sa bien-aimée du royaume des morts et il se retourne, alors que c'était la seule chose défendue. Pourquoi il se retourne ? Parce qu'il sait que cette transgression ne peut avoir lieu. Parce que finalement, Orphée ne veut pas triompher de son humanité. C'est très grec, ça. C'est fondamentalement grec. Orphée, c'est l'Ulysse de la poésie. Bref. Donc, la morale de cette affaire, c'est que l'œuvre de Lucrèce est une ode à la localité. Ça, c'est intéressant aussi que vous y réfléchissiez et que vous vous développiez, bien sûr, un point de vue propre sur cette question. Une ode à la localité, c'est-à-dire que l'ennemi de Lucrèce, c'est la pensée globale. Lucrèce croit, et d'ailleurs, si vous y réfléchissez, vous verrez que c'est à la fois très défendable et très indéfendable. Comme toutes les propositions intéressantes, elle est à la fois très attirante et très dangereuse. Renoncer aux tentatives de globalisation et d'universalisation. Pour le dire de façon parfaitement anachronique, Lucrèce est l'ennemi des encyclopédistes, Diderot, d'Alembert, Hegel, que bien sûr Lucrèce ne connaissait pas, naturellement. Mais c'est ce type de pensée-là qu'avec Montaigne, par exemple,
il tente de combattre. Choisir le jardin contre le portique. Les épicuriens contre les stoïciens. Voilà ce dont il est question. Je vous lis simplement les dernières phrases de l'ouvrage de Michel Serres. Et voici les eaux, cataractes et flux, fleuves et turbulences de la physique épicurienne. Le local ici roule sa viscosité faible, sans affecter beaucoup le volume global. Les contraintes s'évanouissent non loin de son voisinage. Il y a, comme on dit, bien des degrés de liberté. Le tourbillon se forme et se défait dans l'incertitude. Mais partout ailleurs, la plaine est tranquille, selon, espace ensemencé de circonstances, inventer l'histoire liquide et les âges d'eau. Voilà, donc je vous recommande ce livre, édité aux éditions de Minuit. Ça va ? Bien. Nous avançons. Quelques mots encore, je crois que ce seront les derniers, de Grèce ancienne. Je ne peux pas ne pas finir avec celui peut-être dont nous sommes le plus directement les héritiers. Je pense à Anaximandre. Pourquoi vous rigolez ? Anaximandre ne fait pas partie de vos proches ? Mais lisez le livre de mon ami Carlo Rovelli, le génial physicien, qui a écrit un livre entier consacré à Anaximandre, qui l'identifie comme étant le père de la physique. C'est un point de vue absolument sérieux et défendable. Anaximandre, donc, est un penseur qui va opérer une révolution absolument drastique. Remarquez, et je suis ici les propos de Carlo Rovelli, que toutes les civilisations, qu'il s'agisse des Hébreux, des Égyptiens, des Mésopotamiens, des Chinois, des premières civilisations de la vallée de l'Indus, des Indiens, des Aztèques, des Mayas, toutes les civilisations ont pensé le monde dans une dichotomie du haut et du bas. Le haut et le bas au sens physique et bien sûr au sens métaphorique. Le bas, c'est aussi la déchéance. Le ciel et la terre, toute l'histoire de la cosmologie a pratiquement ceci en commun, que l'univers est scindé en ciel et terre, élévation et chute, haut et bas, spirituel et matériel, divin, humain. C'est l'un des fondamentaux les plus unanimement partagés de nos mythes fondateurs. Ce philosophe, qui vécut 6 siècles avant Jésus-Christ, dans une ville grecque de la Turquie d'aujourd'hui, qu'on nomme Millet, est vraisemblablement celui qui, le premier, au moins dans la culture occidentale, a déconstruit cette dichotomie. Mais regardez quand même. Si vous voyez une ferme, un homme qui passe derrière la ferme, donc qui disparaît de votre champ de vue pendant quelques secondes, et qui réapparaît de l'autre côté, qu'en déduirez-vous ? Qu'il est passé derrière. Les Grecs n'étaient pas ineptes. Et eux aussi savaient que quand quelqu'un disparaissait de notre vision, parce qu'il passait derrière une grange, et qu'il réapparaissait 5 secondes plus tard de l'autre côté, il était passé derrière la grange. Les Grecs le savaient aussi bien que nous. Et pourtant, dans la pensée occidentale, il semble que personne, avant Anaximandre, n'ait compris que les étoiles, qui se couchent tous les soirs à l'est, non, à l'ouest, et se lèvent tous les matins à l'est, que le soleil qui se couche tous les soirs à l'ouest et se lève tous les matins à l'est, que c'est la lune qui se couche tous les soirs à l'ouest et se réveille tous les matins à l'est, pas un, semble-t-il, avant Anaximandre, n'a supposé qu'il passait derrière. Exactement comme un homme qui passe derrière une grange. Mais quand même, ça paraît si évident. Le faisceau d'indices qui nous laisse penser que les étoiles qu'on voit bien, là, évoluer dans le ciel, quand on les perd de vue, passent en dessous. Ça paraît tellement inévitable. Et pourtant, personne n'y avait, semble-t-il, pensé avant Anaximandre.
Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à nos idées. Parce que changer de paradigme, c'est-à-dire de vision globale du monde, changer de représentation universelle, troquer l'absoluté d'un sol, d'un plancher, d'un bas, d'une concrétude qui est aussi une concrétion, pour une terre réinterprétée comme une sorte de gros caillou qui flotte dans l'espace, ce n'est pas un détail. Voilà ce que fait Anaximandre. Il dit que la terre est un gros caillou qui flotte dans l'espace. Mais bien sûr, on lui pose la question. Mais alors, pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas? Hein? Si la Terre flotte dans l'espace, elle devrait se casser la gueule, comme tout le monde. Et vous savez ce qu'il répond? Parce que les choses ne tombent pas vers le bas, les choses tombent vers la Terre. Tout est dit. Il avait tout compris. La réponse, bien sûr, est la bonne. C'est celle que nous ferions aujourd'hui, c'est celle que vous feriez aujourd'hui. Anaximandre comprend que finalement, il n'y a pas de haut et de bas absolu. Il comprend que la Terre est une boule dans le ciel et que c'est la Terre qui attire les corps et non pas la chute vers le bas qui est comme une sorte de révélation ou d'instanciation d'une méta-loi ou d'une méta-pensée. Cette proposition fait débat. Quelques décennies plus tard, elle est mentionnée dans le Phédon de Platon. Et à la génération suivante, Aristote la considère déjà comme acquise. Donc, en moins d'un siècle, l'hypothèse de la Terre qui flotte, révolution inouïe dans l'histoire des idées, changement radical de rapport au monde, s'impose au cœur de la pensée grecque. Bon, évidemment, l'histoire est cyclique. Hein. Après, il y a des choses qui ont été oubliées et redécouvertes. En conclusion, je vous ai parlé à la fois de mythe et de philosophie. Je crois que le mythe, c'est ni un dialogue, ni un monologue. C'est, comme l'écrivait Jean-Luc Nancy, le philosophe, la parole unique de plusieurs, qui communie et communie dialectiquement. Le mythe, finalement, ne peut être analysé suivant une autre vérité que la sienne. Le mythe se signifie. C'est très important, ça. Il n'y a pas de porosité à l'extérieur. Il n'y a pas d'emprise sur le réel. Il n'y a pas de capacité à faire face à la factualité radicale d'une altérité. Les Grecs ont vécu dans l'intimité de leur mythe. Thalès le disait, chaque chose pleine de Dieu. Ils ont vécu dans cette forme de moutos qui finalement se structure aussi en logos et en cosmos. Jean-Luc Nancy écrit que le mythe est une figuration propre. Je crois que c'est exactement ça. Une figuration propre. Ne croyez pas que ce sont comme ça des sortes de facéties philosophiques qui apposent deux mots signifiant le contraire pour faire une sorte d'effet de style. C'est pas ça du tout qui est important, c'est la précision qui est importante. C'est figuré au sens propre. Je crois que là, on est très proche de ce qu'on l'on pourrait identifier comme un des fondamentaux du mythe. Tiens, puisque je parle de style, et qu'il est 6 heures, c'est parfait, je fais 30 secondes de pause. Dans le tram, en venant tout à l'heure, je lisais ce livre magnifique, je relisais ce livre magnifique, Éperon, les styles de Nietzsche, avec une introduction de Jacques Derrida sur la notion de style qui est absolument parfaite. C'est très court, je vous lis une page. Sur le style, sur la vérité et sur la féminité. La question du style, c'est toujours l'examen, le pesant d'un objet pointu, parfois seulement d'une plume, mais aussi bien d'un stylet, voire d'un poignard, à l'aide desquels on peut certes attaquer cruellement ce à quoi la philosophie en appelle sous le nom de matière ou de matrice, pour y enfoncer une marque, y laisser une empreinte ou une forme, mais aussi pour repousser une menace, la tenir à distance, la refouler, la garder, se pliant alors ou repliant en fuite derrière les voiles. Laissons les litres flotter entre masculin et féminin,
Et quant au voile, nous y sommes. Nietzsche aura pratiqué tous les genres. Le style s'avancerait alors comme l'éperon, celui par exemple d'un vaisseau voilé, le rostrum, cette saillie qui va au-devant, brise l'attaque à fendre la surface adverse. Encore, toujours, en termes de marine, cette pointe de rocher qu'on appelle aussi apron et qui rompt éperon et qui rompt les lames à l'entrée d'un havre. Le style peut donc aussi de son éperon protéger contre la menace terrifiante, aveuglante et mortelle, de ce qui se présente, se donne à voir avec entêtement, la présence, donc le contenu, la chose même, le sens, la vérité, à moins que ce ne soit déjà l'abîme défloré de tout ce dévoilement de la différence. Ça, mes amis, c'est pas mal. Pensez ce que vous voulez, détestez ou adorez, mais lisez d'abord. Voilà. Lisez d'abord, affrontez aussi, c'est mon conseil, de profs, mais un peu d'amis, ou d'aînés en tout cas. Affrontez cette pensée de votre temps. N'en restez pas à Kant et Hegel, aussi géniaux et extraordinaires soient-ils. Pensez et passez avec la philosophie d'aujourd'hui. Moi, comme vous l'avez compris, j'ai une affinité particulière avec Jacques Derrida parce que je pense que, alors ceux qui n'y comprennent rien croient que c'est un ennemi des sciences, rien n'est plus faux et stupide. On peut bien sûr ne pas apprécier sa modalité de pensée scientifique, ça c'est tout à fait légitime, de pensée philosophique. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui a profondément exploré la possibilité d'une intelligence de l'inconfort. C'est ça que j'aime, vous voyez, cette extraordinaire humilité, cette sensibilité à ce que chaque proposition, y compris les siennes, est en fait déconstructible en droit, que tout doit nous enjoindre à avancer avec prudence dans cet esprit très tragique finalement, tel qu'on le définissait pour la pensée grecque. Il n'y a pas de bon choix. Tous les choix s'accompagnent d'un prix à payer. Voilà en substance ce que nous dit Derrida. Deleuze également, Foucault, Guattari, Lyotard, Nancy, ça ce sont les philosophes, disons, post-structuralistes français. Mais je vous invite aussi à lire les philosophes analytiques américains. Lisez Moore, Rorty, Goodman, Dummett. Lisez aussi la philosophie anglo-saxonne qui est Armstrong, très bien Armstrong, j'aime beaucoup Armstrong, qui est une philosophie beaucoup plus formelle, beaucoup plus mathématique, qui est une philosophie qui s'intéresse, dirais-je, davantage à la structure du langage. Vous voyez ? Cheminez avec ça, c'est la pensée de notre temps. Faites vos choix, qui ne seront pas forcément les miens, mais ne laissez pas ce privilège aux autres. Voilà. Emparez-vous de ce privilège, c'est mon conseil. Bon, eh bien on va pouvoir s'y mettre. Encore quelques tout petits mots d'histoire pour, je vous le promets, en arriver très bientôt à la pensée contemporaine. Que se passe-t-il maintenant ? Le temps passe. Le temps passe et je reprends quelques éléments historiologiques, disons, alors vous savez que les travaux d'Aristote, à la Renaissance, disons, les travaux d'Aristote ont été essentiellement connus en Occident grâce à des manuscrits conservés par les Arabes. Et le système d'Aristote a été lui-même modifié et amélioré et complexifié par Ptolémée, qui a ajouté ce qu'on appelle des épicycles supplémentaires. Donc vous aviez comme ça des rotations autour de la Terre, avec des rotations autour de rotations, et ainsi de suite, pour essayer de rendre compte du mouvement des astres. D'ailleurs, c'est très intéressant de se demander pourquoi Aristote a eu une telle influence sur la pensée occidentale. Vous savez que l'Église, au sens de l'institution, là, pas au sens de la foi, l'Église, l'institution Église, utilisait de façon illimitée la pensée d'Aristote. Moi, j'ai demandé d'ailleurs à Luc Brisson, vous savez, c'est un des plus grands spécialistes de Platon en France, pourquoi l'Église a-t-elle utilisé Aristote, qui est quand même le matérialiste, plutôt que Platon, qui est plutôt le déiste. Étrange, ça. Et probablement, c'est parce que Platon, justement, était un peu irrévérencieux avec les dieux. Les dieux sont là chez Platon, mais on s'en moque un peu quand même. Ou en tout cas, ils ont une forme qui est tellement différente du Dieu unique, absolu, infaillible, parfait,
des grandes religions monothéistes, quelles qu'elles soient, que c'était délicat de concilier les dogmes avec la pensée platonicienne. Aristote, finalement, s'intéresse beaucoup moins à cette question. C'est donc peut-être plus facile de l'infléchir dans la direction souhaitée. Bref, Aristote, amendé par Ptolémée, décrit le mouvement des astres. Jusqu'à ce que M. Copernic, donc fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, émette une drôle d'hypothèse, à savoir que le mouvement géocentré pourrait être remplacé par un mouvement héliocentré, c'est-à-dire naturellement penser sur le Soleil et non plus sur la Terre. Naturellement, Copernic avait des indices observationnels. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on remarque la chose suivante. D'après la doxographie sans doute lacunaire que nous avons, il semble que Copernic ait fondé en partie son argumentaire sur la simplicité qui était attachée à une description en termes solaires plutôt qu'en termes terrestres. Ça, si c'est vrai, c'est génial, c'est incroyablement contemporain. C'est-à-dire qu'il se demande peut-être, en tout cas j'aimerais que ce soit le cas, il se demande peut-être moins ce qui est vrai que ce qui est pratique, ou pour le dire de façon peut-être encore plus subversive, que ce qui est beau. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre? Bah, oui, c'est comme tu dis, la Terre qui tourne autour du Soleil, ou le contraire. Il y a une année, j'ai dit ça, il y a un mec qui s'est barré de l'amphi. Il a claqué la porte, il s'est dit, ce prof, il est fou, quoi. Il est prof de cosmologie, il sait pas que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Non, mais j'ai même pas eu le temps, il est parti, donc trop tard, j'ai pas eu le temps de lui expliquer. Mais non, je suis pas si fou, enfin un peu, mais je suis pas si fou que ça. On se fout caldien, j'espère que vous êtes fous. La folie, c'est notre différence par rapport aux normes de la société, donc en ce sens, soyons fous, bien sûr. Mais quand même, dans une certaine limite. Et en l'occurrence, la limite n'est pas franchie. Pourquoi ? Le mouvement est relatif, mes amis. Donc, du point de vue du Soleil, bien sûr, la Terre tourne autour. Du point de vue de la Terre, c'est le Soleil qui tourne autour. Et les deux propositions sont aussi vraies l'une que l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on croit qu'il faut dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ? Pourquoi est-ce qu'on se moque des Américains qui, pour la moitié d'entre eux, ne le savent pas? Parce qu'en effet, c'est quand même pas tout à fait pareil. Parce que si vous voulez décrire le mouvement des autres planètes dans un référentiel qui est héliocentré, donc centré sur le Soleil, c'est très facile. Toutes les planètes ont des trajectoires elliptiques. Alors que, dans un référentiel qui serait géocentré, c'est-à-dire centré sur la Terre, le mouvement des autres planètes, c'est l'enfer. C'est un truc horriblement compliqué et chaotique. Enfin, pas chaotique au sens mathématique du terme, mais au moins au sens visuel du terme. Donc, bien sûr, en termes, dirais-je, d'unification descriptive, la description centrée sur le Soleil est éminemment plus efficace et plus belle que la description centrée sur la Terre. Et peut-être y avait-il déjà chez Copernic cet embryon de modernité qui consiste à comprendre que, en ce sens, le choix de l'un plutôt que l'autre est moins lié à l'ontologie du réel qu'à l'heuristique de sa représentation. L'heuristique, c'est le côté pratique, si vous voulez. C'est vraiment les conséquences. C'est la factualité de ce qui va en résulter, et non pas l'être fondamental de ce qu'on décrit. Alors, le grand pas suivant, on le doit à l'astronome danois Tycho Brahe. Alors, c'est une histoire intéressante parce que Tycho Brahe ne croyait pas à la révolution copernicienne. Et il a donc envisagé de mener un certain nombre d'observations pour mettre en défaut le très étrange paradigme de Copernic qui conférait une incompréhensible place privilégiée au Soleil. Et Tycho Brahe, bien sûr, vieux mandarin puissant, donne à son jeune assistant le sale boulot, c'est-à-dire les observations concrètes, les nuits blanches derrière le télescope.
Et le jeune assistant se nomme Johannes Kepler. Il se trouve être plutôt brillant. Et c'est là qu'on voit que la science a quand même, quand elle fonctionne bien, quand ses praticiens sont honnêtes, quelque chose d'élégant. Parce que ce qu'il découvre, bien que tel n'étaient pas ses préjugés idéologiques, bien sûr, c'est que Copernic a raison. Donc quand bien même il eût poursuivi un autre objectif, il est rattrapé par la factualité de ce qu'il voit, et bien évidemment, avec Kepler, qui lui-même va calculer de façon très détaillée les caractéristiques de ces orbites elliptiques et la manière, comme vous le savez, dont en des temps égaux on parcourt des aires égales et ainsi de suite, et va donc contribuer à définitivement mettre en place le système de Copernic. La grande rupture suivante, on la doit naturellement à Galilée. Alors, le cas Galilée est quand même intéressant. Galilée, c'est le prince des expérimentateurs. Galilée, bien sûr, c'est le physicien génial. Galilée, c'est l'inventeur de la lunette qui, comme vous le savez, a été très rapidement dirigée vers les navires de guerre ennemis, bien plus que vers l'étude des satellites des différentes planètes. Et Galilée qui va mettre en place non seulement de nouvelles observations qui vont bien sûr contribuer à une refonte de la manière de pratiquer la physique, mais qui va aussi mettre en œuvre un geste qui est à la fois génial et violent. Ce qui n'est pas du tout incompatible d'ailleurs. Génial et violent, ça peut aller tout à fait de pair. Alors, soyons clairs, je le répète, c'est une évidence. Nous n'allons pas ici juger Galilée. Puisque le pauvre, il a déjà eu lieu à son procès. On ne va pas en refaire un, ça serait ridicule. On ne va pas se poser la question de savoir s'il avait raison ou tort. D'ailleurs, il avait raison. Mais on va quand même comprendre, peut-être, pourquoi, sans l'excuser, certains furent particulièrement réticents à la pensée de Galilée. Je m'appuie sur une analyse d'Isabelle Stengers, qui est une philosophe belge, philosophes qui sont un peu le soufre. Les analyses d'Isabelle Stengers ne sont pas du goût de tout le monde, et parfois d'ailleurs pas du mien, parce qu'elle a une analyse très critique de la pensée scientifique, qui est parfois justifiée, qui me semble, en d'autres circonstances, relever plutôt d'une mécompréhension, mais qui, sur Galilée, est quand même intéressante. Elle dit, alors vous allez voir, la phrase paraît compliquée, mais en fait elle ne l'est pas. Donc, d'abord je le dis, et après on en parle. Elle dit que Galilée est l'inventeur du pouvoir de conférer aux choses le pouvoir de conférer à l'expérimentateur le pouvoir de parler en leur nom. Non, en fait, c'est simple. Ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est que Galilée, en un sens, ne se contente pas de dire « voilà ce qu'en tant qu'expérimentateur, je découvre du réel ». Galilée va plus loin que ça. Galilée dit « je parle à la place du réel ». Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ainsi qu'on peut le réinterpréter. Et l'inventeur du pouvoir de conférer aux choses, le pouvoir de conférer à l'expérimentateur, le pouvoir de parler en leur nom. Les choses sont représentées par l'expérimentateur. L'expérimentateur n'est plus un créateur, un inventeur, un maître de la mosaïque, comme on le disait des aèdes grecs, qui tente de faire du sens à partir du réel. L'inventeur, l'expérimentateur au sens galiléen, est l'exégète du réel et l'interprète du réel. Il est celui qui est autorisé à parler au nom du réel. Et ça, vous voyez que c'est extrêmement fécond. Ça a permis à la science des développements magnifiques. Et nous sommes, pour le meilleur, les héritiers de cette ambition. Mais en contrepoint, vous voyez que c'est aussi très dangereux, parce que c'est aussi une manière de couper court à d'autres rapports au monde possibles. C'est aussi une manière d'atrophier nos rapports au réel. C'est aussi une manière de conférer à la science non pas seulement une spécificité, mais également un primat, ce qui est beaucoup plus discutable. Donc, j'insiste, je ne suis pas en train de critiquer Galilée, scientifique génial, évidemment. Je suis juste en train de vous montrer que peut-être, dans une certaine interprétation, ce geste exceptionnel,
fécond s'accompagne aussi d'une sorte de velléité à réduire le réel à la physique. De cela, nous sommes encore les héritiers, vous voyez, et le débat fait encore rage en ce moment-là, en ce moment. Ce que vous pensez, la vraie question que vous vous posez, le truc auquel vous aimeriez avoir la réponse. Je ne vais pas vous demander ce que c'est, mais franchement, entre nous, est-ce que la physique peut y répondre? Évidemment pas. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que il ou elle m'aime vraiment? Est-ce que, oui ou non, je vais trouver du boulot dans 2 ans en sortant de la fac? Est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas ce que vous vous demandez de choses un peu importantes, mais il y a fort à parier que, quelle que soit cette question, la physique ne sache pas y répondre. Ce qui nous mène à cette méta-question. Est-ce que la physique ne sait pas encore y répondre? Ou est-ce que la physique ne saura jamais y répondre? Ou pour le dire de façon plus précise, s'agit-il d'une incomplétude de fait ou d'une incomplétude de droit? Je n'en sais rien, vous non plus. Mais la question est posée. C'est avec cette question qu'il faut cheminer. Mon ressenti propre, que je donne une fois de plus, comme un matériau à affronter, c'est que toute velléité à la réduction, qu'elle soit à la physique, qu'elle soit à la théologie, qu'elle soit à quoi que ce soit d'autre, est une erreur. Le monde est foisonnant, polychrome, polymorphe, diversifié, et mon credo est de tenter d'enrichir nos rapports au monde et de ne surtout pas tenter de les transformer canoniquement les uns en les autres. Mais là encore, vous êtes tout à fait autorisés et même encouragés à penser différemment. Donc Galilée, expérimentateur génial, pousse plus avant le système de Copernic. Et bien sûr, celui qui naît presque l'année où meurt Galilée, notre père à tous, non pas Freud, notre vrai père, Isaac Newton, bien sûr. Alors Isaac Newton, quand même, c'est celui qu'on ne peut pas contempler sans frémir. Bon, certes, parce que ce n'était pas quelqu'un de tendre, hein. Vous savez qu'il a envoyé plus d'un homme à l'échafaud. Hein. Newton, responsable de la monnaie, ça rigolait pas avec les faussaires. Mais au-delà de ça, c'est quand même le génie des génies, Newton. Hein. Vous savez, l'admiration que tous les physiciens vouent à Einstein, méritée. Mais enfin, Einstein, c'est un bébé face à Newton. Alors, Newton, c'est quand même celui qui, comme personne d'autre dans l'histoire de la science, a fait voler en éclats ce qui le précédait et a posé les jalons de ce qui, plusieurs siècles après lui, demeure encore très exactement sa méthode. Alors Newton, donc vous savez que la même année, hein, l'annus mirabilis, rigolez pas, c'est pas ce que vous croyez, c'est... l'année merveilleuse, donc, va comprendre à la fois la gravitation universelle et le mouvement de la lumière. Incroyable! Et surtout, vous vous rendez compte de cette puissance intellectuelle qui consiste à sentir que la chute d'un corps sur Terre est régie par les mêmes lois que le mouvement des corps célestes. C'est juste incroyable! Et avant, Newton pensait que la chute d'une pierre dans un jardin puisse être due à la même loi que le mouvement des astres qui se trouvent à des distances non encore mesurées. C'est quelque chose qui était juste impensable. Vous voyez la différence? Je ne dis pas que c'était faux dans une vision pré-newtonienne. Je dis que c'était impensable. Je dis que personne ne s'était même posé la question. C'est ça les vrais génies. C'est pas seulement ceux qui trouvent des réponses extraordinaires, c'est ceux qui posent des questions que personne n'avait posées avant eux. C'est pour ça que les années où je suis en forme, et vous aussi, je demande à l'examen, je pose un des sujets où la question est trouver le sujet. C'est bien ça, non? Comme ça, s'il y a un Newton parmi vous, je l'aurais repéré le premier. Voilà. Non, en fait, parce que s'il y a un vrai Newton parmi vous, je ne m'en rendrai même pas compte en le lisant. Mais ça passera trop haut. Mais bon. En tout cas, au-delà de la blague, je crois que c'est très important. Voilà. Alors, Newton aussi, j'ai du mal à avancer. Bon. Newton aussi, génial, parce que, et intéressant en tant que personnage ambigu. Vous savez que Newton était également passionné d'alchimie.
Rien à voir avec la méthode scientifique. Vous savez que la fameuse malle de Newton recelait plus d'objets, de formules, d'incantations alchimiques que de calculs de physique théorique ou d'observation. Alors, Newton, génial, bien que alchimiste, ou Newton, génial, parce que alchimiste? Question intéressante. Et est-ce que c'est simplement la face d'ombre du grand penseur, ou est-ce que c'est un des éléments qui nourrissent la créativité du grand penseur? Mais ce qui me semble intéressant, c'est que quand même, il y avait, fût-elle poreuse, une barrière entre les deux Newton. Vous voyez ? Exactement que de la même manière qu'on trouve chez de grands scientifiques une foi, par exemple, authentique. Vous savez que beaucoup de grands scientifiques ont été croyants, et sont encore, bien sûr, croyants. Par exemple, Steven Weinberg, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, prix Nobel de physique, père de la physique des particules élémentaires, n'arrive pas à concevoir qu'on puisse être croyant et physicien. Et c'est très drôle parce qu'il a inventé le modèle standard de la physique des particules avec Abdus Salam, avec qui il a partagé le prix Nobel, et Salam, qui était musulman, faisait sa prière sur son petit tapis plusieurs fois par jour, et Weinberg en était juste fou, quoi. Il était, mais c'est pas possible! Comment est-ce qu'on peut être un aussi bon physicien et faire des trucs aussi bêtes? Du point de vue de Weinberg, j'entends. Bah si, c'est possible, la preuve, et c'est pas rare. Donc c'est intéressant ça, vous voyez, de voir que il y a un certain nombre d'esprits hyper rationnels qui ne sont pas que hyper rationnels, ou alors qui, il faudra peut-être mieux le dire comme ça, qui s'intéressent aussi à une autre forme de rationalité. C'est peut-être plus prudent de le dire comme ça. Pour le meilleur et pour le pire, ne jugeons pas, mais contemplons. Et ne jugeons pas, tiens, encore une parenthèse. C'est très important ça, parce que c'est une méprise qui m'agace en ce moment sur la sociologie, par exemple. Vous savez, on dit parfois que les sociologues excusent tout. Ah, vous êtes un meurtrier, mais c'est parce que vos conditions familiales vous y ont invité, etc. C'est complètement stupide. Aucun sociologue ne prétend ça. C'est pareil, avant de condamner, lisez. Lisez la sociologie. La sociologie, c'est l'étude des causes. Oui, il y a des corrélations. C'est un fait que vous avez plus de chances de finir délinquant si vous naissez dans un milieu défavorisé que si vous naissez dans un quartier du 16e arrondissement de Paris. C'est un fait, c'est une corrélation statistique. Ça ne signifie absolument pas qu'une étude sociologique va légitimer, excuser les actes de violence. Pas du tout. C'est une réflexion subtile sur les causes. Vous voyez ? Donc il faut faire attention parce que en ce moment, comme dans tous les temps de crispation, donc de danger, il y a une peur de l'intelligence, c'est-à-dire une peur de la réflexion, c'est-à-dire une peur de l'étude de l'étiologie. L'étiologie, c'est ça, c'est la réflexion sur les causes. Donc, n'ayons pas peur de l'intelligence. Après, les conséquences, éthiques ou politiques, ça c'est autre chose. Ça dépend davantage de votre libre arbitre. Et ça, bien sûr, je ne me permettrai pas de vous dire ce que vous devez penser. Mais ne réfutons pas qui régissent le mouvement des corps célestes, comme bien sûr l'avait intuité Newton, que celles qui régissent les corps célestes, les corps terrestres, pardon. Et savez-vous qui le premier va émettre l'hypothèse que les petits nuages que l'on observe dans le cosmos sont en réalité d'autres galaxies, d'autres îlots d'univers, comme on le disait alors? Ce n'est pas un physicien. C'est Emmanuel Kant, encore lui.
l'ermite de Königsberg, qui a émis cette hypothèse. Et voilà, nous arrivons enfin au XXe siècle, et donc à l'histoire sur laquelle nous allons maintenant prendre notre temps, parce que le XXe siècle, c'est nous. Le XXe siècle, c'est l'émergence de la relativité générale, de la mécanique quantique, de la théorie donc d'Einstein d'une part, de la théorie de Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, de Broglie d'autre part. C'est la science dans laquelle nous nous trouvons. Donc à partir de maintenant, et pour les semaines qui nous restent, je vais tenter de vous présenter notre modèle cosmologique contemporain, en gardant à l'esprit toutes les réserves, les réticences, les inconforts provenant de notre scrutation des mythes fondateurs, et puis aussi, j'aimerais insister sur ce que nous ne savons pas, parce que ce que nous ne savons pas, en science, ce ne sont pas nos faiblesses, ce sont nos forces. Vous voyez, nous n'avons pas peur de ce que nous ne savons pas. Nous faisons face à l'inconnu comme autant de signes, d'indices, de traces, comme une sémiotique des révolutions à venir. Donc, ce que nous ne savons pas, c'est ce à partir de quoi nous allons penser. Donc, il ne faut surtout pas le cacher, il faut au contraire s'en innerver, s'en irriguer, et tenter à partir de là de faire émerger les nouveaux paradigmes. Et la question, bien sûr, que je nous poserai, et à laquelle je m'empresserai de ne pas répondre, parce que je n'ai pas la réponse, est la suivante. Notre modèle cosmologique a des problèmes. Allons-nous venir à bout de ces problèmes avec de petites corrections qui vont permettre de résoudre une à une les difficultés, ou allons-nous venir à bout des problèmes par une révolution globale? Nous n'en savons rien, c'est exactement la question à laquelle j'espère que vous répondrez si vous faites des thèses en cosmologie. Allez, j'écoute vos questions. Oui. Excusez-moi, selon Épicure qui pense que la limite est un outil de création, si on doit prendre sa pensée comme vérité, il n'y aura jamais rien de fini, donc tout sera en perpétuelle continuation, parce qu'on atteint une limite, on crée autre chose, finalement on s'arrête pas. Alors la question porte sur Épicure et sur le fait que s'il prend la limite comme outil de création, tu dis que rien n'est figé, c'est ça, et qu'il y a une sorte d'évolution éternelle. Rien n'est fini, d'accord. Je pense que c'est pas si simple. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux tout à fait considérer la limite d'une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1. Donc l'intervalle 0,1 est un intervalle fini, et tu peux très bien calculer la limite quand x tend vers 0, donc sur un intervalle fini, d'une fonction. Et cette fonction peut elle-même avoir une limite finie. Par exemple, sinus x divisé par x, pour prendre un exemple trivial, tu sais que ce n'est pas défini en 0, stricto sensu en x égale 0, ça n'existe pas, mais pourtant la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait un lien simple entre la fécondité de la limite et l'infinité finalement. Je ne dirais pas ça, mais peut-être que je n'ai pas bien compris le détail de ta question. D'autres questions? Oui? Je ne sais pas si c'est stupide comme question, mais... Jamais. Tout le monde, il y a déjà eu plusieurs révolutions parce que les gens ils se disent que ce qu'on pense sur la physique c'est faux, et du coup ils ont trouvé d'autres choses et ça a permis de faire avancer les choses. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé si c'était pas tout simplement les mathématiques qui étaient faux et que ça partait de la Non, c'est vraiment tout sauf une question stupide, c'est même une question trop profonde pour qu'on y réponde. Donc je la reprends pour ceux qui n'ont pas entendu. Il souligne que de nombreuses révolutions physiques ont eu lieu parce que des créateurs, des génies, ont mis en évidence des incomplétudes ou des imperfections dans les modèles physiques, mais que peut-être il faudrait aussi s'interroger sur les mathématiques eux-mêmes et se dire que peut-être ce sont les mathématiques qui sont fausses. Alors, je suis très content que tu fasses cette intervention parce que c'est le genre de questions que les physiciens, par exemple, se posent très rarement. Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse qui est simplement de dire que les mathématiques demeurent le langage, mais que les mathématiques telles qu'on les connaît à un instant donné ne sont pas suffisantes. Ça, c'est la version atrophiée, disons, de la question. Donc ça, c'est arrivé plein de fois. Finalement, une grande partie de ce qu'on appelle la géométrie riemannienne, c'est-à-dire la mathématique des espaces courbes, s'est développée grâce à la relativité générale. Alors bien sûr, il y avait déjà les rudiments
des concepts mathématiques avant la relativité générale, mais en fait c'est la théorie physique qui a poussé les mathématiciens à mieux comprendre et à développer les outils, les concepts mathématiques qui sont adaptés à cette pensée physique. Donc en ce sens-là, et la théorie des cordes par exemple, a aussi eu de très importants liens avec les mathématiques qui font que des branches entières des mathématiques se sont développées en réponse à des pistes qui semblaient physiquement intéressantes. Donc ça c'est arrivé que, effectivement, on développe ou infléchisse, ça dépend si tu prends un point de vue création ou un point de vue découverte pour les mathématiques, mais peu importe, c'est arrivé effectivement que ça change parce que la physique le requérait. Après, il y a un sens plus fort de la question qui est de dire, se pourrait-il que les mathématiques, quelles qu'elles soient, pas seulement parce qu'on n'a pas encore découvert tel ou tel théorème ou telle variété différentielle, ne fonctionnent plus. Alors ça, c'est une question vertigineuse et je pense qu'elle est absolument intéressante. Wigner, qui est un des plus grands physiciens du XXe siècle, disait, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs, le plus grand miracle de la physique, de la science en fait, c'est pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles si bien. Comment ça se fait que pour décrire un truc complètement concret, comme le mouvement d'une craie ici, ce soit des équations différentielles d'ordre 2 qui me donnent une réponse parfaite. Et il disait, ça, c'est incompréhensible. Comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs réponses possibles à ça. Il y a une réponse qui est de dire, mais c'est parce qu'en fait, le réel est mathématique. C'est ce que diraient les platoniciens. Non, mais ça n'a rien de mystérieux. En fait, les mathématiques, ce sont le réel. Donc, c'est pas étonnant qu'on décrive bien le réel avec les mathématiques. Il y a une autre réponse possible qui est de dire, qui est plutôt la mienne, qui est de dire, finalement, il n'y a rien de très miraculeux parce qu'en vrai, les mathématiques ne répondent pas à grand-chose. Les mathématiques ne répondent qu'à un certain nombre très particulier de situations qui sont descriptives par les mathématiques, et donc dans ces cas-là, c'est pas étonnant que les mathématiques marchent bien, de même que la mythique, ou la poétique, ou la musique fonctionnent très bien dans leur champ propre. Mais, la question fondamentale est, même dans le domaine de la physique, donc là je ne parle pas de musique, je ne parle pas de littérature, dans le domaine de la physique, se pourrait-il qu'il y ait des situations où les mathématiques ne marchent plus? J'en sais rien. Et c'est vraiment drôle que tu en parles parce que dans le petit livre de la vérité dans les sciences que je vais sortir dans un mois, je pose cette question et j'avais l'impression d'être un des premiers à la poser dans ce contexte-là. Donc tu vois, on se rencontre et je pense que c'est une question importante parce que, par exemple, il y a une question essentielle en physique qu'on se pose depuis plus d'un siècle, qui est celle de la gravitation quantique. Il y a eu énormément de tentatives par les plus grands esprits de l'époque, par Einstein et tous ceux qui l'ont suivi. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas de solution. Bien sûr, il faut continuer. Rien ne serait pire que de dire on arrête la recherche. Non, il faut continuer. Il y a la théorie des cordes, il y a la gravité quantique à boucle, la géométrie non commutative, les ensembles de triangulation dynamique causaux, les points fixes à la Weinberg, etc. Il y a plein de pistes. Il faut les développer. Mais après tout, oui, se pourrait-il que la réponse vienne simplement de ce que, dans certains cas, très rares, le réel échappe à la langue physico-mathématique. Moi, je crois que c'est une hypothèse intéressante. Le seul problème, c'est que si on veut qu'elle soit vraiment intéressante, ce qu'il faudrait trouver, c'est ce qui la remplace. Parce que dire quelque chose ne marche plus, c'est bien, mais ce qui est vraiment révolutionnaire, les Einstein, les Newton, tous ceux dont on connaît le nom, c'est pas parce qu'ils ont trouvé des problèmes, c'est parce qu'ils ont trouvé des solutions. Donc il faudrait trouver ce nouveau langage qui permette d'aller de l'avant, éventuellement là où la langue précédente ne fonctionne plus. Donc je ne sais pas, mais je trouve que c'est une question intéressante en tout cas. Oui. Il semblerait que les mathématiques sont vraiment parmi nous. Par exemple, ils disent que la manière dont les araignées tissent leur toile répondent à la suite de Fibonacci. Ouais, alors... Donc, il semblerait que les mathématiques sont parmi nous, dis-tu, et que les araignées tissent leur toile suivant la suite de Fibonacci. Bon, je ne sais pas quoi répondre. Oui, il y a énormément de phénomènes dans notre entourage qu'on parvient à expliquer avec les mathématiques, c'est ce qu'on disait, et c'est ce qui fait partie de l'extraordinaire beauté et utilité des mathématiques. Bon, ça c'est incontestable, et plus on observe, plus on le voit. Donc jusque-là, je suis d'accord. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que je trouve qu'il y a une sorte de mystique autour de la suite de Fibonacci, ou du nombre d'or,
qui sont un peu ridicules. Pas ce que tu dis toi, hein, je ne me permettrai pas de te faire un reproche, mais si tu veux, bon, 1,6, hein, le nombre d'or et des poussières. Oui, bah évidemment, je prends n'importe quoi, c'est facile de trouver que le rapport c'est à peu près 1,6. Oui, la feuille c'est à peu près 1,6, je suis sûr que mon poignet, entre la longueur et la largeur, ça va ressembler à ça. Évidemment, c'est un nombre qui est proche de 1. Donc, mais si je fais 1,3, ça marche aussi bien, hein, si je fais 1,9, ça marche aussi bien aussi. Donc, oui, c'est marrant. Voilà, c'est un nombre irrationnel qu'on arrive à retrouver de plein de façons différentes, que les Grecs trouvaient harmonieux. Enfin, les Grecs, hein. Aucun anthropologue ne nous a dit que toutes les civilisations de l'histoire ont trouvé que c'était le nombre le plus harmonieux. Pas du tout, pas du tout. Il y a aussi une fascination pour le cercle, etc., dont les rapports sont 1 sur 1, donc pas du tout la suite de Fibonacci. Donc si tu veux, je pense que la fascinante beauté des mathématiques et leur intrigante présence, oui. Bon, le nombre d'or, ça va bien, quoi. Voilà. Il y a vraiment, à mon avis, rien de miraculeux derrière ça. C'est quelque chose... on prendrait pi, je suis sûr que je peux trouver sur cette table des nombres pi aussi bien que des nombres d'or, aussi bien que des nombres 2, aussi bien que des nombres racines de 2, quel que soit le nombre qui va me plaire, entre mon iPhone, mon livre de Derrida, les craies, etc., je vais pouvoir trouver à peu près tout ce que je veux dans l'abondance que je veux. Donc je ne crois pas trop à ces coïncidences mystiques. Voilà. D'autres remarques ? Vous avez dit tout à l'heure que Ampère trouvait des nombres transcendants, ça donnait quelque chose de dénombrable. Mais tous les nombres entiers, ils ne sont pas dénombrables, il y en a une infinité. Si. Ils sont tous solutions d'un polynôme. Si, dénombrable, ça ne signifie pas en nombre fini. L'ensemble des nombres entiers est dénombrable. Tu peux les classer. Mais c'est définitoire. Après, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais dans la définition mathématique du mot dénombrable, ça ne veut pas dire fini. Donc le corps des nombres entiers relatifs est dénombrable. Ça ne veut pas dire qu'il est fini. Et aussi au niveau des maths, tout à l'heure, il a dit que pour passer à c'est pas un corps d'ailleurs. À un nombre irrationnel, il faut aller jusqu'à l'infini, il faut semer jusqu'à l'infini, sinon on a bien une fraction rationnelle. Et donc l'infini intervient dans la limite et intervient dans le fait du passage du rationnel à l'irrationnel. Donc pour moi, l'infini intervient vraiment dedans. Oui, alors l'infini, oui, peut-être, mais l'infiniment petit aussi, alors, au sens de l'infinitésimal. D'autres remarques ? Oui. J'ai lu récemment que les ondes gravitationnelles produites par Einstein avaient été mises en évidence par un institut aux États-Unis. Super. Revue qui sortirait d'ici dessus. On peut c'est un fait quoi ou... Alors, c'est très intéressant ça, tiens, merci. Comme ça, on va parler quand même un peu de science aujourd'hui. Donc, je reprends la question. Les ondes gravitationnelles auraient été détectées par l'Institut LIGO aux États-Unis et la nouvelle serait annoncée jeudi dans Nature. Bon. Alors, premièrement, je fais partie d'un certain nombre de collaborations internationales, mais pas celle-là. Le secret est bien gardé, donc à ce jour, je ne sais pas. C'est marrant parce que j'ai mangé à midi aujourd'hui avec un membre de cette collaboration, mais il n'a pas voulu me dire. Donc à ce jour, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai. Je ne sais pas. Alors si c'est une rumeur et que c'est un hoax d'un mec qui s'est amusé à lancer ça sur Twitter, c'est plutôt bien réussi parce qu'on en parle beaucoup, mais au-delà de ça, ça n'a aucun intérêt. Supposons que ce soit vrai et qu'en effet, jeudi soit publiée la détection des ondes gravitationnelles par l'instrument LIGO. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors là, la presse commet certaines erreurs, d'accord? J'ai déjà vu fleurir aujourd'hui, donc quelques jours avant l'annonce, des articles laissant entendre qu'il s'agissait d'une révolution dans l'histoire des sciences. Bon, soyons clairs. Les ondes gravitationnelles sont prédites par la théorie d'Einstein. Elles ont déjà été détectées. Il y a eu un prix Nobel pour ça, à Hulse et Taylor. C'est un système binaire de pulsars. Ce système binaire de pulsars émet de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Il en résulte une variation de la période orbitale et ce qui est mesuré est en exacte adéquation avec ce qui est prédit eu égard à l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc pour moi, l'existence d'ondes gravitationnelles est non seulement une prédiction claire de la théorie, mais surtout quelque chose qui a été expérimentalement mis en évidence depuis plusieurs décennies. Vous pourriez objecter.
Mais c'est quand même très indirect, votre truc de pulsar, alors que l'interféromètre, LIGO, c'est un grand interféromètre qui mesure une différence de longueur dans les bras de l'interféromètre, eu égard au passage de l'onde, qui se signe par un défilement des franges d'interférence. Et donc vous pourriez me dire, donc, le système binaire de pulsar que vous évoquez, c'est quelque chose d'indirect, alors que la mesure de LIGO, ça c'est quelque chose de direct. Mais ça ne veut rien dire, direct, indirect. Rien n'est direct, je ne vous vois pas directement. La lumière est émise par un tube néon qui vient se refléter sur votre visage, qui arrive jusqu'à ma rétine, qui se transforme en signal électrique, qui arrive jusqu'à mes neurones, et ainsi de suite. Rien n'est direct dans la vie. En réalité, si nous avions nous-mêmes construit le système binaire de pulsar, je suis absolument certain qu'on appellerait ça une mesure directe. Le simple fait que la nature l'ait fait nous laisse penser qu'il s'agit d'une mesure indirecte. Je pense que ça n'a aucun sens. Épistémologiquement, la distinction directe-indirecte est totalement nulle et non avenue. La question est celle de la fiabilité. Comme vous le savez, on ne démontre jamais rien en science de la nature. Jamais. On a un faisceau d'indices et des présomptions. Y a-t-il déjà suffisamment d'indices qui nous permettent de dire « oui, les ondes gravitationnelles ont été détectées ». À mon avis, ça ne fait aucun doute. Les ondes gravitationnelles ont déjà été détectées. Est-ce que ça veut dire que l'éventuelle découverte dont on va peut-être entendre parler dans quelques jours n'a aucun intérêt? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'avec l'avènement de cette astronomie gravitationnelle, donc LIGO aux États-Unis, Virgo en Europe, ce qui va devenir possible, c'est pas seulement de savoir que les ondes gravitationnelles existent. Très sincèrement, personne n'en doute. Je connais aucun spécialiste de relativité générale qui ait le moindre doute sur l'existence des ondes gravitationnelles. Donc c'est pas savoir qu'elles existent, tout le monde le sait qu'elles existent, et comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, et ça c'est nouveau, on va pouvoir les utiliser pour faire de l'astronomie. C'est-à-dire pour comprendre vraiment combien y a-t-il de trous noirs en train de se tourner l'un autour de l'autre et de former des systèmes binaires en coalescence dans la galaxie, combien y a-t-il d'étoiles à neutrons en orbite autour de trous noirs, combien y a-t-il de trous noirs supermassifs, ça c'est pour un peu plus tard avec l'expérience LISA, dans l'univers, etc. Donc je dirais qu'on va passer d'un stade qui à mon avis existait déjà, qui était celui de la connaissance des ondes gravitationnelles, à un stade qui est celui de l'utilisation des ondes gravitationnelles. Alors utilisation, pas pour faire des objets techniques, mais pour comprendre l'univers et voir Cosmos avec des yeux de géomètre. D'autres questions? Pas d'autres questions? Allez, on a encore un peu de temps, vous êtes fatigués, moi aussi. Mais on est tellement bien ensemble. On n'a pas envie de partir. Tiens, d'ailleurs, un de ces jours, si vous voulez, je le fais presque tous les ans, enfin je le fais même à chaque semestre, on peut, c'est évidemment pas une obligation, c'est juste si on a quelques-uns d'entre vous que ça amuse, on peut déjeuner ensemble. Je vous propose ça parce que, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter pourquoi. Vous savez que pour la formation des chercheurs, il y a des endroits intéressants qu'on appelle les écoles normales supérieures en France, qui sont des endroits un peu haut de gamme. Bon, il y a beaucoup de cours communs avec les universités en fait. L'enseignement c'est essentiellement le même, enfin il est proche de celui des universités. Mais un jour, un ami à moi, qui était à Normal Sup, me disait, en fait la vraie différence, c'est ça. La vraie différence, c'est que à la fac, les profs parlent aux étudiants comme à des élèves. À Normal Sup, les profs parlent aux étudiants comme à des futurs collègues. Ça fait une différence. Ils vont à la cantine ensemble. Et donc, je trouve que cette distance c'est très bien qu'elle soit possible, c'est un peu dommage qu'elle soit nécessaire. Voilà. Donc, donc si vous voulez, je vous mettrai un mail. Ah, oui, j'ai votre mail. Donc je vous mettrai un mail et puis je vous proposerai un moment et on pourra prendre un sandwich ensemble. Personne n'est obligé de venir. C'est si vous avez envie qu'on discute de façon un peu plus informelle et puis sans la télé, quoi. Parce que là, franchement, on est fliqué, on peut même pas dire de conneries tranquillement. Donc, ouais. J'allais dire, il paraît qu'il existe des objets hypothétiques, des cordes cosmiques, qui permettent de voyager à une vitesse supérieure à la lumière. Ah, toi, t'aimes bien les vitesses, t'aimes bien les voyages plus rapides que la lumière. C'est pas la première fois que tu m'en parles. Ils disent quoi? C'est comme si je suis dans cet ampli et que je dois aller aux toilettes, par exemple. Je me lève et je le fais tellement vite que je reviens avant de sortir, en contournant les cordes cosmiques.
Bon, mais si tu as vraiment envie d'y aller, vas-y. Hein. Bon, écoutez, sérieusement, non, mais bon, voilà, je plaisante, mais soyons sérieux pour finir quand même. C'est une question intéressante, hein, évidemment, sur les cordes cosmiques et les mouvements supraluminiques. Bon, alors première chose, qu'est-ce qu'une corde cosmique ? Les cordes cosmiques n'ont rien à voir avec la théorie des cordes. Je le dis parce que parfois il y a une confusion. Hein, ce qu'on appelle la théorie des cordes en physique subatomique, c'est une description des objets élémentaires qui ne seraient pas des particules ponctuelles, mais des structures filiformes. Les cordes cosmiques sont des objets macroscopiques, qui n'ont rien à voir avec les petites cordes de la théorie des cordes, qui sont très gros, et qui sont ce qu'on appelle des défauts topologiques. Les défauts topologiques sont des objets qui se formeraient lors de brisures spontanées de symétrie dans l'évolution de l'univers. Ce sont quand même des objets qui, d'un point de vue théorique, sont relativement bien motivés, mais demeurent très spéculatifs, et qui, du point de vue observationnel, d'accord, à l'heure actuelle, n'ont absolument aucun support. C'est-à-dire que nous n'avons vu aucune indication en faveur de l'existence d'ondes gravitationnelles dans les mesures menées jusqu'à ce jour. D'accord ? Ensuite, quand bien même la théorie qui les prédit serait correcte et les mesures seraient passées à côté de leur détection, elles ne prédisent pas du tout, de façon non équivoque, qu'il est possible d'aller plus vite que la lumière. Pas du tout. Voilà. Ce sont vraiment des hypothèses extrêmement audacieuses et spéculatives qui, et là je vous donne mon avis, n'ont pas beaucoup de sens. Ensuite, il faut faire très attention à ce qu'on appelle plus vite que la lumière. Très attention. Par exemple, dans un trou noir, est-ce qu'on va plus vite que la lumière ? Tu regardes la vitesse d'une pierre en train de tomber sur un trou noir. Tu mesures ça de loin, tu trouves que la pierre s'arrête à la surface du trou noir. Tu mesures la même chose de près, tu trouves que la pierre rentre dans le trou noir à la vitesse de la lumière. Alors, c'est qui a raison ? C'est 0 la vitesse ou c'est la vitesse de la lumière ? Ben, les deux sont vrais. C'est la relativité, ça dépend du point de vue. Bon, ok, prenons le point de vue de l'observateur local. La pierre rentre dans le trou noir à la vitesse de la lumière. Comme une fois qu'elle sera dedans, elle ressent un champ de gravité encore plus grand. Elle doit donc accélérer. Donc elle doit aller plus vite que la lumière dans le trou noir. C'est vrai ou pas ça ? Ça dépend du système de coordonnées. Oui, dans le système de coordonnées global, enfin, et même en l'occurrence coordonnées hybrides, oui, c'est vrai, la pierre va plus vite que la lumière à l'intérieur du trou noir. Mais si maintenant tu te demandes, je suis un observateur, j'ai ici une montre et un double décimètre, je suis dans un trou noir, est-ce que oui ou non je vois la lumière aller plus vite que la lumière ? Ben non, la lumière va toujours assez. Donc il faut faire très attention à ces assertions, je vais plus vite que la lumière ou pas. La plupart du temps, ce sont uniquement des artefacts liés au système de coordonnées. En tout cas, le vrai voyage supraluminique local, moi, j'y crois pas une seconde. Je peux me tromper. Hein. Allez, dernière question. J'ai lu un truc, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous ressortir exactement ce que c'est, c'est pour ça que je ne la pose pas tout à l'heure, mais j'ai lu dans Sciences et Vie qu'ils ont trouvé une nouvelle particule LHC qui pourrait faire révolutionner la physique et qu'ils auront la réponse peut-être dans les mois à venir. Donc, je reprends la question. Dans Sciences et Vie, un article qui mentionne une nouvelle particule découverte au LHC qui pourrait révolutionner la physique. C'est ça qui est génial, mais je leur en veux pas en fait aux journalistes, parce que moi j'ai plein d'amis journalistes scientifiques, s'ils font pas ça, ils vendent pas. Donc je leur en veux pas. Mais c'est quand même un peu agaçant que tous les 6 mois, il y a une révolution. En vrai, la dernière révolution, elle remonte quand même à Einstein et la mécanique quantique. En vrai, il n'y a pas eu de révolution depuis 110 ans en physique, quoi. Mais dans la presse spécialisée, il y a une révolution toutes les 2 semaines. Bon, alors soyons sérieux. Oui, il y a un truc intéressant. Voilà. Comme tu le sais, il y a 2 ans, en gros, on a découvert le boson de Higgs. Bon, ça, c'est l'histoire ancienne. Là, dans les données, à la fois de CMS et d'Atlas, qui sont les 2 grands détecteurs auprès du LHC, avec Alice, on voit un petit excès dans les données par rapport au bruit de fond attendu. D'accord ? Et ce petit excès pourrait signer une nouvelle particule. Ça, c'est vrai, et c'est très intéressant, et l'ensemble de la communauté est un peu en effervescence, ou au moins en attente. Parce qu'en fait, il faut quand même être honnête, nous, chercheurs, on est un peu frustrés en ce moment. Parce que la plupart des expériences marchent bien, mais qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent que ce qu'on croyait vrai est effectivement vrai. Jusqu'à maintenant, c'est ce que nous a dit le LHC. Vous pensiez qu'il y avait un boson de Higgs, bah vous avez votre boson de Higgs. Quoi de neuf ? Rien. Le satellite Planck, vous pensiez qu'il y avait un spectre de fluctuation adiabatique, gaussien, machin. Qu'est-ce que vous voyez ? Exactement ça. Même l'interféromètre LIGO, vous pensiez qu'il y avait des ondes gravitationnelles ? Bah il y en a. Bon, jusqu'à maintenant, tout ça, ce sont des réussites. Mais qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne savait pas déjà ? Essentiellement rien. Donc on est à l'affût.
Parce que c'est ce qu'on aimerait, évidemment, avoir un peu de neuf à se mettre sous la dent pour étayer nos théories spéculatives. Donc oui, c'est vrai que s'il y avait une nouvelle particule, ça serait intéressant. Le mot révolutionnaire est totalement idiot. Ça ne serait certainement pas, enfin ça pourrait l'être, j'en sais rien, mais ça c'est purement hypothétique. Mais il n'y a absolument aucune raison a priori que ce soit révolutionnaire. Ce serait simplement intéressant, ça serait inattendu. Le problème, c'est qu'à ce stade, la découverte est très peu crédible. Parce que la question est, quelle est la probabilité que ce soit un vrai signal physique lié à quelque chose de nouveau, ou que ce soit simplement une petite fluctuation du bruit de fond. Et actuellement, le signal est peu significatif. C'est-à-dire qu'on est à peine au-dessus d'une petite fluctuation du bruit de fond. Et en plus, il faut tenir compte d'autre chose. Et ça, retenez-le, quelle que soit votre discipline scientifique, c'est important. Il faut tenir compte du nombre d'essais. Je m'explique. Tu tires 5 fois pile. Tu tires 5 fois à pile ou face. Si tu tires 5 fois pile, c'est bizarre. Peut-être que la pièce est truquée. Peut-être qu'en fait, il y a pile des deux côtés. Peut-être qu'il y a une loi physique mystérieuse qui oriente la pièce. Enfin, c'est bizarre, quoi. Si on lance 5 fois une pièce et qu'on tire 5 fois pile, c'est bizarre. Mais maintenant, imaginons qu'on tire 1 million de fois 5 fois pile. Enfin, 1 million de fois, on tire 5 fois une pièce. Pardon, pas 5 fois pile. Je fatigue. 1 million de fois, on tire 5 fois une pièce. Bah oui, de temps en temps, on va tirer 5 fois pile. Si on le fait 1 million de fois, c'est normal que de temps en temps, on fasse un truc bizarre. Parce qu'on a plein d'essais. Si tu joues une fois au loto et que tu gagnes, tu as vraiment une chance incroyable. Mais si tu joues 1 milliard de fois au loto, bah c'est normal que tu gagnes de temps en temps. C'est mathématique. Donc le problème, c'est qu'en physique des particules, on regarde là, est-ce qu'il y a un excès? On regarde là, est-ce qu'il y a un excès? On regarde là, est-ce qu'il y a un excès? On regarde partout s'il y a des excès. Donc on fait plein d'essais. Et donc c'est normal que de temps en temps, bah, on trouve un excès un peu significatif, simplement parce qu'on a regardé à tellement d'endroits différents que de temps en temps, on voit un truc bizarre. Et c'est normal de voir un truc bizarre. Donc en fait, c'est plus bizarre. Bon, actuellement, on ne sait pas trop. Quand on tient compte de tout ça, évidemment, les physiciens des particules ne sont pas bêtes. Hein. Ils savent qu'il faut tenir compte de ça. Quand on tient compte de tout ça, la situation est ambiguë. C'est-à-dire que le signal a une très faible significativité statistique, mais en même temps, les deux expériences le voient. Donc on a quand même envie d'y croire un peu. Donc on verra dans quelques mois. Bonne soirée, à la semaine prochaine.